Nous, notre métier, c'est de réinventer le traitement du déchet. Mhm. Aujourd'hui, les déchets non recyclables, donc ta poubelle de cuisine, ils sont enfouis ou incinérés. C'est les deux seules technologies qu'on connaît pour traiter les déchets. Et nous, on a inventé ce qu'on appelle la fossilisation des déchets, qui permet de prendre ta poubelle et d'en faire des cailloux, comme celui-là. Des déchets par jour, par habitant, au niveau de la planète, on émet quasi 1 kilo par jour, c'est ça. Et nous, les Français, on était... On est à peu près à une demi-tonne par an, donc c'est un peu plus qu'un kilo par jour. En gros, si on fossilisait tous les déchets français, demain, on pourrait réduire de l'ordre de 5 à 10% les émissions de CO2 françaises. Incroyable. À nous tout seuls, quoi. Donc c'est l'équivalent, c'est entre 2 et 4 fois les émissions du transport aérien. En janvier, du coup, on était 40. Après, on a fait une levée de fonds entre les deux, là, de 20 millions d'euros. Ce qui nous a permis de continuer à recruter et à nous développer. Donc là, on est 130. Bienvenue sur la chaîne Parler Partager, nouvel épisode avec une nouvelle personne, un ingénieur, un entrepreneur, un révolutionnaire. Je suis avec Nicolas Cruau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci d'être venu à notre studio, d'avoir accepté notre invitation, Nicolas. Nicolas, est-ce qu'on peut te connaître un peu plus en détail ? Qui es-tu ? Qui est Nicolas Cruau ? Donc, je m'appelle Nicolas Cruau, je suis président d'une startup qui s'appelle Néolith. J'ai 26 ans et je suis... à la base, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'école Polytechnique à Paris. C'est super. Et justement, je pense qu'on va parler de ta startup Néolith. Du coup, c'est quoi Néolith ? C'est quoi le business model de Néolith ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi votre... Alors, Néolith, c'est une startup qu'on a montée il y a 3 ans avec 2 autres associés, Clément, qui a mon âge, qui est également ingénieur, et mon père, William, qui est lui à la base maçon tailleur de pierre. Et donc aujourd'hui, c'est une start-up industrielle de 130 salariés basée à côté d'Angers. Et donc nous, notre métier, c'est de réinventer le traitement du déchet. Aujourd'hui, les déchets non recyclables, donc ta poubelle de cuisine, ils sont enfouis ou incinérés. C'est les 2 seules technologies qu'on connaît pour traiter les déchets. Ça émet pas mal de CO2, ça émet pas mal d'autres pollutions. Mais c'est le CO2 pour moi qui est le plus capital dans ce sujet-là. Et donc nous, on a inventé ce qu'on appelle la fossilisation des déchets, qui permet de prendre ta poubelle et d'en faire des cailloux, comme celui-là. Incroyable. Donc Nicolas est venu avec un exemple. Je ne sais pas si on le voit, mais donc ça, c'est le produit final. C'est ça. Des déchets. Donc ça, là, j'ai combien de kilos de déchets En fait, pour 1 tonne de déchets, tu fais un peu plus d'1 tonne de cailloux. Donc t'as pas beaucoup de déchets finalement dans les mains. Nous, c'est un procédé, alors on appelle ça la fossilisation accélérée, mais c'est une sorte de minéralisation de la matière. D'accord. Où t'imagines, donc tu pars de ta poubelle, nous on va la broyer très fin, en faire une sorte de farine de déchets. Ensuite, cette farine, on va la faire réagir avec des liants minéraux, donc des sortes de ciments un peu particuliers, qui va nous permettre d'obtenir une sorte de pâte à modeler minérale. Et enfin, cette pâte, on va la presser très fort pour obtenir des cailloux. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces cailloux ? Ces cailloux, en fait, ils vont être utilisés comme tout granulat de construction, c'est-à-dire pour faire des routes, pour faire du béton. Aujourd'hui, les granulats, on en consomme à peu près 450 millions de tonnes en France chaque année. Des déchets, on en produit entre 30 et 40 millions de tonnes, en fonction de ce qu'on compte. Et donc demain, même si on traitait tous les déchets en faisant des cailloux, on aurait toujours un usage pour ces cailloux, quoi. Incroyable. Et c'est vrai qu'au niveau quand on regarde certains chiffres à l'échelle nationale ou mondiale, on parle des déchets par jour, par habitant, au niveau de la planète, on émet quasi 1 kilo par jour, c'est ça. Et nous, les Français, on est à peu près à une demi-tonne par an, donc c'est un peu plus qu'1 kilo par jour. Incroyable. Enfin, quand j'ai vu ces chiffres-là, je me suis un peu projeté et je me suis dit, est-ce que vraiment je dégage 1 kilo de déchets par jour ? C'est incroyable. Et c'est vrai quand on regarde d'autres statistiques, on voit qu'il y a quasi 40% des déchets qui sont organiques. Donc on connaît pas mal de procédés par rapport à ça, mais ce que votre entreprise fait, Néolith, ça c'est quand même relativement innovant. Et est-ce qu'il y a d'autres entreprises de ce type-là sur le marché ? Alors non, aujourd'hui on est tout seul à proposer ce genre de techno. Il y a des gens qui prennent des mix de plastique, pour le coup, non recyclables, et ils arrivent à en refaire des meubles ou des matériaux de construction. Nous, on est différent dans le sens où on peut prendre toute la poubelle en mélange. Et donc, on va pas se restreindre à une partie des déchets, mais on va aller chercher vraiment
à concurrencer finalement l'enfouissement et l'incinération sur la totalité des déchets qu'ils peuvent traiter. Et à l'échelle de la France, si tu prends l'impact potentiel qu'on peut avoir, moi j'aime beaucoup parler en émissions de CO2 parce que pour moi c'est le sujet du moment c'est tendance, quelques années. En gros, si on fossilisait tous les déchets français, demain on pourrait réduire de l'ordre de 5 à 10% les émissions de CO2 françaises. Incroyable. À nous tout seuls, quoi. Donc c'est l'équivalent, c'est entre 2 et 4 fois les émissions du transport aérien. Tu vois, on parle d'arrêter de prendre les avions, c'est important, mais le traitement des déchets, c'est aussi quelque chose qui est très impactant dans nos émissions. Ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive à traiter ça sans vraiment, je ne sais pas si on peut dire ça de cette façon, mais sans avoir un impact négatif à l'environnement, à la planète, entre guillemets. Et en plus de ça, on arrive à créer un peu une matière, une matière première. Donc là, ces produits-là, donc ces cailloux-là, on les réutilise pour différentes choses, notamment des constructions. C'est ça. On est moins bon que le recyclage, donc tous les déchets qui peuvent être triés et recyclés. Tu vois, tu refais du plastique à partir du plastique. Tu te doutes bien que c'est un peu plus performant que de faire du caillou à partir du plastique. Donc, il faut maximiser le recyclage, mais nous, on est sur ce qu'on appelle la valorisation matière, mais après. Donc, pour tout ce qui n'est plus recyclable. Et ouais, l'idée, c'est vraiment de cumuler cette réduction d'empreinte carbone et en même temps l'économie circulaire, revalorisation de la matière. C'est intéressant. Ouais. Et sur l'empreinte carbone, je voulais dire un truc, mais je sais plus. Et ce qui est encore intéressant dans ces statistiques que j'ai sous les yeux, c'est que je ne sais pas si ces chiffres sont justes, mais d'après futurascience.com, seulement 19% des déchets sont recyclés ou compostés. Et ça veut dire que 80%, donc quasi la majorité en fait, ne sont pas régénérés, etc. Donc ça, c'est incroyable. Bah, en France, tu vois, tu as à peu près la moitié qui sont enfouis et l'autre moitié qui est incinérée. Alors, l'incinération, tu récupères de l'énergie avec ça parce que tu fais de la chaleur. C'est comme une centrale à charbon dans l'idée. Le truc, c'est que tu brûles des plastiques en partie pour faire ça. Et donc, le CO2, tu émets énormément de CO2 pour pas beaucoup d'énergie. Et donc, finalement, si tu fais de l'électricité à partir d'un incinérateur de déchets, comme on a à Paris, par exemple, c'est le bilan carbone d'une centrale à charbon. Donc, c'est très polluant par kilowatt. Donc, c'est très polluant. Et c'est une bonne façon, et c'est toujours une très bonne façon de traiter le déchet dans l'absolu en comparaison avec l'enfouissement, parce que les décharges, on n'en veut plus. Mais on déplace un peu le problème aussi. Mais ouais, et ça n'a pas été conçu pour rentrer dans les objectifs de neutralité carbone et tout ça. Enfin, ça a été fait à une époque où ces objectifs-là, on s'en souciait pas. Donc, nous, on apporte une techno qui permet de répondre à la fois au traitement de déchets, parce qu'il faut les traiter, et en même temps à la limitation du changement climatique. Merci Nicolas. Et aujourd'hui, Néolith, donc pour essayer de comprendre concrètement ce que vous faites, aujourd'hui, donc vous récupérez, j'essaie de caricaturer pour les personnes qui nous regardent, vous récupérez tous les déchets et vous créez une matière première, vous revalorisez ces déchets. Et en fait, qui sont vos clients en fait, finalement Est-ce que ce sont les collectivités ? Alors, nous, dans un premier temps, on s'adresse aux industriels du recyclage. D'accord. Donc, c'est ceux qui collectent les déchets, notamment auprès des acteurs privés, des entreprises et des industriels. Eux, ils ont des centres de tri. C'est là où ils séparent les fractions recyclables, le bois, le carton, les plastiques recyclables. Donc, ils arrivent à peu près à tirer 30% de valorisation matière. Et 70%, ils doivent payer l'enfouissement. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient leur mettre à disposition nos machines, qu'on appelle des fossilisateurs, sur leur site. Et au lieu de payer les sites d'enfouissement pour traiter le déchet, ils nous payent, nous, le même prix. Et nous, on fossilise ça et c'est mieux, quoi. Incroyable. Nicolas, si tu veux, on va parler également de votre entreprise au niveau ressources humaines. T'as entrepris avec ton papa. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une entreprise familiale ? Oui, c'est une start-up familiale. C'est une start-up familiale. Conceptuelle. Quels sont les avantages et entre guillemets les inconvénients ? Peut-être qu'il n'y en a pas, mais d'une start-up familiale. C'est un peu différent d'une entreprise familiale parce qu'il n'y a pas cette notion de transmission. Une entreprise familiale, la génération d'enfants, elle a monté la boîte ou elle a continué à faire prospérer la boîte. Et après, tu dois transmettre. Donc, il y a toujours ce moment un peu de friction à la transmission parce que, en gros, le père considère que le fils, il fait n'importe quoi. Et le fils considère que le père, il devrait se barrer. Ça, c'est le modèle classique des entreprises familiales, on va dire. Enfin, je caricature un peu.
Et nous, on a monté la boîte ensemble. Et on a, hiérarchiquement, dans la boîte, moi, je suis le président et lui, il est directeur général adjoint. Donc, c'est pas mon supérieur, même si c'est mon père. Et ça a été pendant longtemps un frein. Quand on pitchait la startup, ça a été un frein auprès des gens qu'on a rencontrés parce qu'ils considéraient que j'étais avec mon père, ça devait être mon père qui était mon chef, tu vois, c'était le truc normal. Et sinon, si on faisait pas comme ça ça marcherait pas. C'est ça pouvait pas marcher. Donc déjà ça marche et parce que lui, on n'est pas pareil, donc moi je suis bon à faire ce que je fais et lui il est bon à faire ce qu'il fait. Et bon après les gros avantages, c'est quand même que on a le mérite de très bien se connaître, donc on comprend facilement la façon dont l'autre pense, même si on est très différents. Alors que quand tu as un associé qui est très différent de toi, des fois, tu comprends pas vraiment la façon dont il réfléchit. Oui. Mon père, il est très créatif. Il a 40 ans d'artisanat dans les pattes, donc il a une vision du terrain que moi, j'ai pas du tout. Mais il réfléchit de manière un peu bizarre par rapport à moi, qui est plutôt une pensée, on va dire, structurée d'ingénieur. D'accord. Et l'avantage d'avoir vécu 25 ans avec lui, c'est que je sais. Tu comprends. Voilà, c'est ça. Je vois à peu près à quoi il cogite, quoi. Et le désavantage, c'est que tu es tout de suite impliqué émotionnellement dès qu'il y a un conflit, parce que c'est ton père, et donc c'est pas juste un conflit entre associés. Tu vois. Mais alors, nous, on a toujours réussi du coup à que ça se résolve très vite, parce qu'on se connaît bien. Mais je pense que c'est un moment où si ça clash vraiment très fort un jour, le problème, c'est que tu n'as pas juste perdu un associé, tu as perdu un bout de ta famille. Exactement. Donc, on peut dire que vous êtes totalement complémentaires. Ouais. Parce que toi, tu as... et avec Clément, notre troisième associé. Parce que toi, tu as un profil très ingénieur, très carré. Enfin, je caricature aussi, mais très, très carré, très organisé. Alors, et lui... c'est là où le troisième est très important, parce que moi, je suis ingénieur, j'ai des grosses réflexions. Enfin, ma façon de réfléchir, c'est vraiment très ingénieur, mais je suis vraiment pas organisé comme garçon. D'accord. Et du coup, notre directeur général, Clément, lui, c'est l'ingénieur organisé. Ok. Donc c'est pour ça, c'est lui qui gère la boîte en termes de management de la boîte. Le directeur général, c'est pour tout ce qui est interne. Et moi, je suis plutôt à l'extérieur, pour le commercial, le prospective, le financement, tout ça. Donc pour le coup, à 3, on se complète vraiment bien. À 2, on serait... Pour le coup, il manquerait vraiment une bataille. Ok. C'est intéressant parce que souvent, les gens... sont associés à 2 généralement. Donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Ouais, ça permet d'aller plus vite aussi. Alors après, il faut de la coordination, mais putain, tu fais quand même beaucoup plus de choses quand t'es 3 que quand t'es 2 au début. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Très intéressant. Merci pour ces infos. Et moi, je veux revenir sur Néolith. On en parlait déjà, mais au niveau du recrutement. Ah oui. Tout à l'heure, tu m'as dit que vous étiez passé d'une quarantaine à plus d'une centaine là, ces derniers temps. Et du coup, Néolith, ça va de... Qu'est-ce que Néolith sera dans 6 mois ou dans 2 ans? Parce que si vous triplez d'effectifs quasiment, ça va donner quoi dans les années? Oui. En janvier, du coup, on était 40. Après, on a fait une levée de fonds entre les deux là, de 20 millions d'euros, ce qui nous a permis de continuer à recruter et à nous développer. Donc là, on est 130. D'ici la fin de l'année, je pense prochaine. Mais d'ici la fin de l'année prochaine, je pense qu'on va doubler d'effectifs, fin 2023. Après, c'est tout l'intérêt de... Nous, on a un marché qui est très, très, très grand. Le traitement des déchets, c'est une industrie monstrueuse, en France, mais aussi ailleurs. Donc, j'ai pas vocation à m'arrêter de recruter dans l'instant. C'est génial. C'est génial de voir autant d'ambition. Je fais juste une petite parenthèse pour les personnes qui nous regardent, qui vont nous regarder. On est en train de tourner au mois de novembre, donc si c'est publié en début d'année prochaine, voilà, si c'est publié en début 2023, ne soyez pas étonnés de ce que Nicolas vient de nous dire. Nicolas, est-ce qu'on pourrait faire une petite pause avec Est-ce que tu aimes bien le thé déjà? Oui. Thé. Ok, on va faire une petite minute thé. C'est parti. Pour l'été. Merci. Bon, on a changé spécialement pour Nicolas. Normalement, c'est minute café, mais comme on sait qu'il boit pas de café, j'ai annoncé minute thé, donc ne soyez pas surpris. Merci beaucoup. Alors, Nicolas, lors de cette minute thé, on a quelques questions pour toi, notamment sur ta musique préférée. Quelle musique ou quel style de musique t'inspire le plus? Alors moi, j'écoute beaucoup de musique de film, aux grandes dames de mes proches qui en ont marre et qui aimeraient que j'écoute autre chose.
Mais ouais, j'écoute beaucoup de Hans Zimmer, notamment. Parce qu'Hans Zimmer, c'est toujours très épique. Et tu vois, quand t'es dans la voiture et que tu vas travailler, machin, bah, ça te met dans un mood, tu vois, tu peux changer pas mal de choses, tu vois, avec une musique. Ça te fait voyager derrière. Ouais, non, mais tu vois. Moi, j'aime bien tous les films genre Interstellar et tout, parce que c'est de la... Enfin, j'aime bien la SF avec de la grosse projection. Et parce que, je sais pas, enfin, ça nous sort un peu de notre quotidien, et puis c'est toujours très ambitieux. Et j'aime bien la possibilité d'imaginer des mondes différents. J'adore, tu as anticipé ma question. Avant que je puisse te poser la question, quel est ton film préféré ou le genre de film que tu apprécies? Ouais, moi je suis très science-fiction. Très science-fiction. Ouais, et si tu devais donner un exemple de film qui te décrit ou qui décrit ton projet actuellement? Oula, qui décrit le projet ou qui me décrit, c'est compliqué. C'est compliqué? Ouais. Ou qui t'a inspiré récemment, que tu as vraiment apprécié? Le dernier grand film que j'ai apprécié, moi, c'est Dune. Je sais pas si tu connais. Non, j'ai pas regardé. Faut le lire aussi, c'est vraiment bien. C'est vraiment de la science-fiction très épique. Toute une galaxie, machin truc. Mais moi, c'est le genre de truc qui me fait, voilà, ça te sort de toi et tu vois, t'as envie de... Il y a tout un monde à découvrir et tout. Ça t'inspire. C'est ça, vraiment inspirant. Enfin, il y a pas une grande morale inspirante, mais c'est, je sais pas. En tout cas, ça te fait sortir de ton de ton quotidien. Ça donne envie de faire des grandes choses, quoi. Et d'où Néolithe. Super, merci Nicolas. Et j'ai une dernière question pour cette minute café. Quels sont tes conseils aux futurs entrepreneurs, aux futurs étudiants ingénieurs, aux futurs start-upers ou aux personnes qui nous écoutent? Est-ce que tu as des conseils à donner avec tes expériences, les expériences que tu as vécues? Je suis pas encore très vieux pour donner des conseils, mais moi je dirais à ceux qui sont étudiants et qui souhaitent entreprendre, je pense que c'est une très bonne période pour entreprendre. Tu parles d'un point de vue général, macro, c'est-à-dire à l'échelle nationale, c'est ça, ou économiquement? Non, mais tu vois, moi par exemple, j'étais en école d'ingé quand on a monté la boîte. En école d'ingé, je sais que j'avais tout le cadre pour pouvoir prendre le risque sans vraiment prendre de risque. Il y a plein de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat après leurs études, c'est la grande majorité, je dirais. Tu prends le risque du coup d'abandonner peut-être un travail, une sécurité, tu commences peut-être à construire une vie de famille, machin. Quand tu es étudiant, en absolu, sauf si tu as besoin d'un autre salaire pour subsister, mais si on va dire tu es étudiant classique, tu peux lancer ta boîte maintenant, tu prends pas de risque, quoi. Alors tu vas devoir jongler un peu avec tes études et tout, mais moi ça m'a permis de profiter de l'écosystème de l'école, parce que les étudiants entrepreneurs sont toujours pas mal mis en avant par les écoles, c'est un peu une c'est vrai. Et donc tu profites de tout ça. Il y a pas mal de concours également de start-up à destination des étudiants, avec pas mal d'argent quand même. Nous, la première année, en différents concours de start-up, on a peut-être gagné entre 50 et 80 000 euros quand même. Donc ça lance bien le projet. Donc voilà, donc je dirais, attendez pas forcément d'avoir 2-3 expériences professionnelles. On apprend sur le tas comme tout le monde. Et puis je pense qu'on apprend aussi peut-être un peu plus vite que sur des stages classiques. Parce que on a plusieurs responsabilités. On fait plein de trucs, ouais. On n'a pas de limite. On est plus investi, je pense, dans le projet que ce qu'on peut être dans un stage. Et est-ce que le fait d'être autonome est difficile à gérer quand on est étudiant, on manque d'expérience, on a peu de repères? Est-ce que tu penses que c'est difficile à gérer, ou comment est-ce que toi tu as géré plutôt? C'est là où il faut t'entourer, il faut rentrer dans des structures qui peuvent aider. Tu vois. Nous, on a fait l'accélérateur de l'école polytechnique, ce qu'on appelle le X-Up. C'est tout un écosystème qui apporte des mentors, des conseils. Il y a les personnes qui sont là, qui travaillent là au quotidien. Donc ça te permet aussi d'avoir tes repères. Mais un start-upper qui a 20 ans, il est tout aussi perdu, je pense, qu'un gars qui en a 28. Enfin, ça change pas vraiment grand-chose. Enfin, c'est de nouveau, sauf à vraiment avoir déjà vécu l'entrepreneuriat. C'est toujours nouveau quand tu te lances. D'accord. Super pour ces conseils. Merci pour toutes les personnes qui vont nous écouter. Nicolas, est-ce que tu souhaites ajouter un dernier mot, un dernier message par rapport à ton entreprise, par rapport à cet échange?
Moi, ce que je promeus, et si, pour le coup, s'il y a des gens qui veulent être entrepreneurs dans l'assistance, moi, ce que je défends le plus, c'est vraiment l'impact et essayer de faire de l'impact à l'échelle le plus possible. Nous, on a choisi de faire une start-up industrielle. Il n'y en a pas des milliards de start-up industrielles. C'est pas l'essence de la French Tech. Mais la start-up industrielle à vocation écologique, c'est ce qui peut avoir le plus d'impact pour moi, pour résoudre les problématiques environnementales. Et après, tu peux aussi faire de l'industrie à impact dans d'autres domaines, mais je pense que l'environnement, c'est vraiment le sujet principal de l'industrie. Et tu vois, moi, le néolithe, on dit tout le temps, on peut réduire d'au moins 5% les émissions françaises de CO2 pour un seul projet. Donc, t'en mets 20 bout à bout comme ça pour caricaturer et t'as résolu le problème du changement climatique. C'est très largement caricaturé. Mais tu vois, moi je pense qu'il faut réussir à viser ce genre de trucs parce que c'est là où on peut avoir le plus d'impact. Il faut pas avoir peur de l'industrie. L'industrie, c'est pas que des vieux dans des process ultra polluants, machin truc. C'est aussi tout un... Enfin, c'est très technologique et les ingénieurs normalement devraient être vachement attirés par ça. Il n'y a pas que le machine learning qui est technologique, quoi. L'industrie, c'est très technologique. Et donc, moi, j'inciterais à essayer d'aller dans ce type d'entrepreneuriat qui a le mérite d'avoir un vrai impact sur le monde et positif, quoi, et pas juste de faire de l'argent. Donc, voilà, c'était un petit message. Merci pour ce beau message. C'est vrai, si on met tout le monde bout à bout, tout le monde, c'est-à-dire les différents projets de ce style-là, et on arrive à générer ce type de projet à l'échelle nationale ou mondiale, c'est vrai qu'on peut résoudre des problématiques comme celle que tu viens de citer, même si ça paraît ambitieux. Je pense mais alors, tu vois, même si tu as une chance sur 100 de réussir le truc, je pense que ça vaut le coup d'essayer, tu vois. Clairement. Parce que une fois sur 100, il y en a un qui marche, quoi. Et quand lui, il marche bien, normalement. Et la preuve... on marche pas encore exactement, mais c'est pas fini. Petit à petit, c'est pas fini, c'est bien lancé. En tout cas, au nom de l'équipe Parler Partager, on vous le souhaite. Merci Nicolas d'avoir accepté notre invitation, d'avoir également partagé de ces expériences-là. Pensez à suivre Néolithe, pensez également qu'ils recrutent, donc allez regarder ce qu'ils proposent en termes d'offres d'emploi. Je remercie encore une fois Nicolas et son papa et son autre associé d'avoir créé un beau projet avec autant d'impact sur du court terme et du très long terme. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pensez à liker, commenter, partager et n'oubliez pas, parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle. À très bientôt. À bientôt.